Dans un premier temps, on va regarder ensemble une vidéo de Frédéric Claude qui va nous expliquer donc la mesure de protection. Alors, je vous demande un petit instant. Bonjour à tous, je me présente, Monsieur Frédéric Claude, juriste à la Maison des aidants de Nancy, et je vais vous présenter la mesure d'habilitation familiale ainsi que le mandat de protection futur. La mesure d'habilitation familiale, tout d'abord, c'est une mesure créée par l'ordonnance d'octobre 2015 et qui recèle au moins 3 originalités. Première grande originalité, c'est une mesure de protection qui peut être ouverte et exercée par un nombre restreint de personnes très proches de la personne à protéger. Deuxième originalité que l'on peut noter, l'habilitation familiale peut être l'équivalent d'un mandat d'assistance ou de contrôle comme en curatelle, ou alors elle peut être l'équivalent d'un mandat de représentation comme en tutelle. Troisième originalité, l'habilitation familiale dispense la personne habilitée ou les personnes habilitées de bien des obligations légales, autorisations légales et formalités qui sont obligatoires pour exercer une mesure de tutelle ou de curatelle et qui n'existent plus dans la mesure d'habilitation familiale, ce qui permet une gestion beaucoup plus libre de la mesure d'habilitation familiale par le ou les personnes habilitées par le juge. D'abord, la première originalité, qui peut demander l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale et qui peut exercer cette même mesure? On a dit un nombre restreint de personnes proches de la personne protégée peuvent demander l'ouverture de la mesure. Mais qui sont ces personnes? À la différence d'une tutelle ou d'une curatelle ou encore d'une sauvegarde de justice, il n'y a que les ascendants, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents, les descendants, fils, petits-fils, les membres de la fratrie, frères, sœurs, mais également le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, ou la personne avec laquelle la personne à protéger est liée par un pax. Ces personnes-là, et seulement ces personnes-là, peuvent demander l'ouverture d'une mesure de protection, ce qui veut dire que les professionnels sont exclus pour demander l'ouverture d'une mesure, et par ailleurs, ils sont également exclus, complètement exclus, pour l'exercice d'une mesure d'habilitation familiale. Le juge pourra prononcer une mesure si il n'y a aucune contestation ou opposition légitime d'un de ses membres proches de la famille pour prononcer la mesure d'habilitation familiale. Je vais vous décrire maintenant la procédure d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale qui vous permettra de constater les 3 principes fondamentaux qui gouvernent l'ouverture d'une mesure de protection juridique, que ce soit en tutelle, en curatelle, en sauvegarde de justice, comme pour l'habilitation familiale. Et peu à peu, nous verrons et nous traiterons la deuxième originalité dont je vous ai parlé, à savoir l'équivalence d'une tutelle ou d'une curatelle pour l'habilitation familiale, et la troisième originalité, être dispensé de bien des formalités et obligations légales. Premier principe qui s'applique à l'ouverture d'une mesure de protection juridique, le principe de nécessité. Ce principe de nécessité recouvre 2 points. Premier point, la nécessité de constater une altération des facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de la volonté et ne permettant pas à la personne de pourvoir seule à ses propres intérêts. Deuxième principe qui gouverne l'ouverture d'une mesure de protection juridique et donc également de l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale, le principe de subsidiarité. Dans ce principe, il est demandé au juge de vérifier si des dispositions de droit commun existent et si elles peuvent éviter l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Parmi ces dispositions de droit commun, il y a le mandat de représentation, la procuration bancaire. Si une simple procuration bancaire est suffisante pour compenser la perte d'autonomie dans la gestion administrative ou bancaire, le juge pourra être amené à ne pas prononcer de mesure de protection. De la même manière, si les personnes sont mariées, elles bénéficient du régime primaire des régimes matrimoniaux. Et dans ce cadre, le juge peut appliquer ces dispositions de droit commun pour prononcer soit une autorisation judiciaire entre époux, soit une habilitation judiciaire entre époux.
Autorisation judiciaire entre époux, c'est permettre à l'épouse ou à l'époux de éventuellement représenter l'autre époux et de signer à sa place, de prendre des décisions à sa place pour la place du couple, du foyer. L'habilitation judiciaire entre époux, il s'agit de permettre à l'époux, à l'épouse d'accomplir tous les actes de gestion de la vie quotidienne. Si les dispositions de droit commun ne sont pas suffisantes, si il n'y a pas de mandat de protection futur susceptible de s'appliquer, eh bien, le juge pourra se tourner vers le dernier principe, le principe d'individualisation et de proportionnalité de la mesure. On aura vu que le dossier contient bien un certificat médical circonstancié, constatant l'altération des facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de la volonté. Le juge aura eu suffisamment d'informations sur la situation. Il n'y a pas d'autres dispositions de droit commun susceptibles de compenser la perte d'autonomie. Dès lors, le juge va se demander quelles mesures appliquer. Est-ce que si la mesure d'habilitation familiale a été demandée, est-ce que ce sera une mesure d'habilitation avec mandat d'assistance ou de contrôle, l'équivalent d'une curatelle, ou est-ce que ce sera une habilitation familiale avec mandat de représentation légale comme en tutelle? Selon la perte d'autonomie et le degré d'autonomie, ce sera soit l'équivalent d'une curatelle, soit l'équivalent d'une tutelle. Alors, l'équivalent d'une tutelle, un mandat de représentation, c'est faire à la place de la personne, signer à la place de la personne, gérer les comptes à la place de la personne sur le volet de protection des biens. Le mandat d'assistance ou de contrôle, c'est faire avec la personne, c'est-à-dire que c'est la personne qui prend toutes les décisions dans tous les domaines de sa vie et parfois l'autorisation de l'assistant légal est nécessaire et parfois même l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire. La troisième originalité de la mesure d'habilitation familiale, c'est surtout pour cette raison qu'elle est demandée par les familles et que le service d'aide aux tuteurs familiaux la promeut, eh bien, elle dispense la personne ou les personnes habilitées d'exercer les formalités, les obligations légales, les demandes d'autorisation qui sont nécessaires en tutelle ou en curatelle ou encore en sauvegarde de justice, parmi lesquelles eh bien, la personne habilitée est dispensée d'établir un inventaire du patrimoine, elle est également dispensée d'établir un budget prévisionnel annuel. Les personnes habilitées sont dispensées de demander toute autorisation pour la gestion des biens ou de l'argent de la personne. À vrai dire, il n'y a plus que 3 situations pour lesquelles l'autorisation du juge des tutelles sera toujours requise. Première situation, en cas de conflit d'intérêts, il faut requêter auprès du juge afin que le juge statue sur le conflit d'intérêts. Deuxième situation, pour ce qu'on appelle les actes de disposition à titre gratuit, en d'autres termes, les actes suffisamment graves ou importants nécessitant l'autorisation du juge à titre gratuit, c'est par exemple donner de l'argent qui appartient à la personne protégée. C'est possible, mais il faut l'autorisation judiciaire préalable. Et enfin, la troisième situation qui nécessite toujours l'autorisation du juge, c'est la modification des droits relatifs au logement. S'il s'agit de louer le logement ou encore de vendre sa résidence principale ou secondaire, il est nécessaire de demander l'autorisation judiciaire préalable. Voilà ce que l'on pouvait dire sommairement sur la mesure d'habilitation familiale. Vous entendrez parfois parler d'habilitation familiale générale ou d'habilitation familiale spéciale. De quoi s'agit-il ? L'habilitation familiale générale, c'est quand il s'agit d'accomplir tous les actes de gestion de la vie quotidienne de manière permanente. L'habilitation familiale spéciale, c'est quand il s'agit d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Une fois ces derniers accomplis, eh bien, le mandat de protection est terminé. Si vous avez des interrogations au sujet de la mesure d'habilitation familiale, vous pouvez vous rapprocher de Handi Gynéco ou alors du service d'aide aux tuteurs familiaux le plus proche de chez vous. Deuxième partie, le mandat de protection future. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un contrat par lequel une personne, qu'on appelle le mandant,
désigne par anticipation quelle personne, physique ou morale, pourra gérer la protection de ses biens et éventuellement les décisions relatives à sa personne le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses propres intérêts du fait d'une altération de ses facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de sa volonté. Le mandat de protection future peut être soit conclu sous seing privé, soit conclu par acte notarié. On verra que le mandat de protection future pour soi-même peut être conclu soit sous seing privé, c'est-à-dire entre particuliers en dehors de la présence d'un notaire, soit par acte notarié, et que l'acte notarié est indispensable si il s'agit d'un mandat de protection future pour autrui. Autrui, ce n'est que l'enfant dont on a la charge matérielle et affective, donc l'enfant majeur handicapé. Le mandat de protection future sous seing privé, de quoi s'agit-il ? Il s'agit pour le mandant de désigner son mandataire en dehors de la présence d'un notaire. Cette désignation peut se faire sur papier libre, mais dans ce cas-là, il faut l'assistance d'un avocat et sa signature, ou alors il peut se faire sur un CERFA prévu à cet effet pour le mandat de protection future pour soi-même, qui dispense d'avoir un avocat, mais vous pouvez toujours être assisté d'un avocat en plus du formulaire CERFA à compléter. Et enfin, le mandat de protection future pour soi-même peut également être conclu par acte notarié. La différence entre un mandat de protection future sous seing privé ou par acte notarié, c'est que par acte notarié, vous pourrez étendre les effets du mandat au-delà des effets que vous pourrez donner sous seing privé. L'acte sous seing privé, pour être valable, nécessitera d'être enregistré à la recette publique pour être opposable au tiers, alors que l'acte notarié est un acte authentique dont la sécurité juridique est garantie par le notaire. La désignation du mandataire. Si vous décidez à un mandat de protection pour soi-même sous seing privé, vous devez désigner un mandataire qui peut être une personne physique ou une personne morale. S'il s'agit d'une personne morale, c'est nécessairement une personne morale qui a un service tutélaire et qui est sur la liste du préfet des services de tutelle. S'il s'agit d'une personne physique, ça peut être un professionnel qui exerce à titre individuel, ou ça peut être un particulier. Tout particulier peut être mandataire à condition qu'il puisse porter une charge tutélaire. Il faut que la personne soit majeure, qu'elle ne soit pas bénéficiaire d'une mesure de protection et qu'elle n'ait pas eu de condamnation entraînant la suppression de ses droits civiques, civils et de famille. Mis à part ces exceptions, vous pouvez désigner un ou plusieurs mandataires. Un mandataire pour la protection de vos biens, un mandataire pour la protection de la personne, enfin, au mieux de vos intérêts. Quand le mandat de protection future est sous seing privé, vous pouvez autoriser le mandataire à accomplir tous les actes de gestion courante. Par contre, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans l'autorisation du juge nécessiteront toujours l'autorisation du juge. Par exemple, s'il s'agit de prélever sur un compte bancaire ou un livret d'épargne, dans le cadre d'un mandat de protection future pour soi-même sous seing privé, ce ne sera pas possible, sauf en demandant l'autorisation judiciaire préalable. Lorsque le mandat de protection future est conclu par acte notarié, vous pourrez étendre le type d'acte que pourra accomplir votre mandataire ou vos mandataires pour la protection des biens. C'est-à-dire que pour la protection des biens, vous pourrez lui permettre au mandataire d'accomplir aussi bien des actes d'administration, des actes de gestion courante, que des actes de disposition, même quand ceux-ci
nécessiter l'autorisation du juge des tutelles en tutelle. Par exemple, vous pouvez autoriser le mandataire à prélever sur un compte épargne ou un livret d'épargne sans autorisation du juge. Vous pourrez l'autoriser à engager une dépense supérieure à la dépense nécessitant l'autorisation du juge en tutelle, par exemple. Lorsque le mandat de protection future est un acte notarié, toujours, eh bien, l'un des rares cas où le juge intervient sera le cas d'un acte de disposition à titre gratuit, c'est-à-dire lorsqu'il faudra donner, ou s'il est nécessaire de donner de l'argent qui appartient à la personne protégée. De la même manière, la vente d'un bien immobilier nécessitera l'autorisation préalable du juge. Quand le mandat de protection future est un acte sous seing privé, on l'a compris, le mandataire ne peut accomplir que des actes de gestion courante et vous devrez, en tant que mandant, désigner une personne qui contrôlera l'activité du mandataire. Alors, quand le mandat est sous seing privé, vous devrez désigner un mandataire, mais également une personne physique ou morale qui pourra contrôler l'activité du mandataire, qui recevra l'inventaire du patrimoine nécessaire au début de la mise en œuvre du mandat de protection future, qui recevra le compte-rendu annuel de gestion et qui recevra également, si la protection porte sur la protection de la personne, le compte-rendu des diligences. Quand le mandat de protection future est un acte notarié, il n'est pas nécessaire en principe de désigner une personne qui contrôlera l'activité du mandataire, puisque le notaire fera office de ce contrôle d'activité du mandataire et c'est lui qui sera destinataire aussi bien de l'inventaire du patrimoine que du compte-rendu annuel de gestion ou du compte-rendu des diligences apportées dans le cadre de la protection de la personne. Le mandat de protection future pour autrui ne nécessite pas en principe de désigner une personne pour contrôler l'activité du mandataire puisque le notaire fait office de cette personne qui contrôle l'activité du mandataire. Le mandataire, lui, adressera l'inventaire du patrimoine en début de mesure. Il lui adressera le compte-rendu annuel de gestion. De la même manière, il lui adressera les comptes-rendus des diligences apportés dans le cadre de la protection de la personne si le mandat porte également sur la protection de la personne. Pour mettre en œuvre le mandat de protection future pour soi-même ou pour autrui, il faudra apporter le certificat médical circonstancié du médecin agréé par le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le domicile de la personne à protéger. Le mandant, le mandataire, le certificat médical circonstancié, le contrat sous seing privé ou par acte notarié avec la carte d'identité du mandant, la carte d'identité du mandataire, plus un justificatif de domicile. Tous ces éléments devront être apportés au tribunal judiciaire pour être vérifiés et que un greffier puisse approuver par un visa du sceau de la justice le mandat de protection future. Et ensuite, un numéro sera porté sur un registre spécial d'enregistrement des mandats de protection future. À partir de ce moment-là, le mandat de protection future pourra s'exercer comme une procuration auprès des tiers. Voilà dit très sommairement pour le mandat de protection future, pour soi-même ou pour autrui. Si vous avez des interrogations, vous pouvez vous rapprocher de Handi Gynéco ou d'un service d'aide aux tuteurs familiaux le plus proche de chez vous. Que vous voulez savoir ou que vous n'avez pas compris, évidemment, Frédéric est là pour répondre à vos questions. Donc, je vous laisse échanger avec lui. Bonjour à tous, à toutes. Voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo le mandat de protection future pour soi-même comme pour autrui, ainsi que la mesure d'habilitation familiale générale. Si vous avez des questions concernant l'une des deux mesures ou les deux, n'hésitez pas de les poser à l'instant même. Vous pouvez, si vous le préférez, débrancher vos micros et pour poser les questions, c'est possible de mettre le micro, de remettre le micro.
Est-ce que la présentation fut claire? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre que vous souhaitez éclaircir? En l'absence de réponse, c'est que la présentation devait être claire. On voit Madame Emonet qui tape sur son ordinateur a-t-elle une question? Alors, j'en profite pour mettre dans la conversation le lien pour être abonné à la newsletter Andy Gynéco et recevoir les replays. Je vous mets le lien en parallèle. Alors, on a bien cette question. Donc, est-ce que l'accord du mandant est obligatoire pour mettre en place une de ces protections? Frédéric. Alors, on parle de mandant, surtout dans le cadre du mandat de protection future. Le mandant, c'est la personne qui souhaite désigner un mandataire pour gérer ses propres intérêts le jour où le mandant ne sera plus à même de le faire. Le mandant, c'est lui qui initie le mandat de protection future. Donc, il est nécessairement d'accord, puisque c'est lui qui initie la demande de mandat de protection future pour soi-même ou pour autrui. Donc, voilà la réponse à la question. Il est nécessairement d'accord, puisque c'est lui qui initie la mesure de mandat de protection future. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être ? Et dans le cas de l'habilitation familiale, la personne qui veut bénéficier de l'habilitation familiale, elle peut le demander pour elle-même, ou alors un proche peut le demander pour la personne à protéger. Le juge essaye de sonder l'accord de la personne à protéger dans la mesure du possible. Dans le cadre de l'habilitation familiale, il serait dommageable que la personne à protéger refuse catégoriquement qu'un membre de sa famille gère ses propres intérêts. Ça mettrait à bas certainement l'idée d'une habilitation familiale et le juge se prononcerait davantage pour une mesure de protection judiciaire dite classique, comme une tutelle ou une curatelle. Voilà pour la question et dans le cas de l'habilitation familiale. Je suis tout oui pour d'autres questions. Je vous en prie. Est-ce que pour certains, certaines informations ont permis un petit peu de, comment dire, d'avoir des informations, en tout cas en lien avec leur parcours professionnel ou personnel? Qu'est-ce qui vous a un petit peu interpellé dans cette présentation? Puis si rien, mettez rien. Nous, on attend de vous lire. On se donne un temps d'attente au maximum. Bon, bah écoutez. Monsieur Claude était particulièrement clair, intelligible. Oui. C'était suffisamment précis, merci. Ah, très bien. Donc là, il y a donc une connexion qui a été un peu plus tardive. Comme on disait, donc là, il y a eu une présentation de Monsieur Claude en vidéo. Et là, nous sommes sur le temps d'échange. Donc, on nous demande de faire un petit point sur l'habilitation familiale. Ben, Frédéric, est-ce que tu veux nous mettre la vidéo? En quelques mots, l'habilitation familiale générale concerne uniquement les membres proches d'une personne à protéger et l'habilitation familiale générale dispense à la personne qui est désignée par le juge pour exercer la mesure de protection
de bien des obligations légales, autorisations, formalités qui sont nécessaires en tutelle ou en curatelle. Voilà tout simplement pour l'habilitation familiale. Quel est le délai de mise en œuvre d'un mandat de protection future? Il peut être extrêmement rapide puisque le mandat de protection future a été préparé à l'avance, soit sous seing privé, soit par acte notarié. Donc, quand l'état de santé constate une altération du discernement par le médecin agréé, eh bien, la mesure peut être faite très rapidement en allant au tribunal judiciaire compétent. Alors ensuite, quel est le délai de la mise en œuvre? Oui, lorsqu'on dépose la demande au tribunal. Alors, on ne dépose pas de demande de mandat de protection au tribunal. On dépose une demande d'habilitation familiale générale. Tout dépend de l'activité du tribunal. Actuellement, elle peut être entre le dépôt de la demande d'habilitation familiale et le jugement définitif, il peut se passer 10 à 11 mois. La présentation nous a permis d'avoir les informations pour mieux renseigner les personnes que nous accompagnons, pour les conseiller au mieux et les orienter vers les bons services. Merci. Merci à vous, alors, c'est très bien. Donc, pour rappel, le webinaire sera en replay et notamment donc, la vidéo de Monsieur Claude où il explique un petit peu donc, tout ça en détail qui a été diffusé même s'il y a eu des hachures. Donc, pour les retardataires, j'ai mis un lien d'ailleurs pour tout le monde pour pouvoir vous inscrire à la newsletter Andy Gynéco et vous serez informé sur la mise en ligne de ce webinaire et des prochains webinaires. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou peut-être des questions sur ce que vous attendiez sur ce webinaire, des questions particulières qui n'ont peut-être pas été abordées ici? En lien avec la thématique, bien sûr. Hein. Des thématiques que nous pourrions aborder Oui, dans un autre webinaire éventuellement. Voilà, aussi. C'est pas impossible. Bon, je pense que ça a été parfait. Je crois. On peut clôturer peut-être. Oui. Pour rappel, nous allons vous rappeler les dates et les thématiques des prochains webinaires Andy Gynéco. Donc, Anthony. Donc, le 27 janvier 2026, pensez à l'accompagnement d'un major protégé. On va aborder effectivement 4 cas, 4 thématiques, je le disais tout à l'heure, mais vie intime, affective et sexuelle, le lieu de vie, la santé et la violence. Et on va essayer d'aller regarder via 3 visions différentes, le major protégé, le mandataire et l'établissement, s'il y en a un qui accueille la personne major protégée. Donc ça, c'est pour le 27 janvier 2026. Et le 24 mars 2026, une foire aux questions pour laquelle on a déjà envoyé un forms avec donc un questionnaire avec quelques questions. On a déjà eu plus de 100 réponses, donc il va falloir compiler ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Là, on parlera plutôt du major protégé, si je peux me permettre, sous toutes ses formes. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, il reste encore le lien où on peut contacter Andy Gynéco par mail, par téléphone. Bien sûr, les collègues en présence pourront répondre à vos questions. Également faire des visites si tel est le besoin, de se déplacer en tout cas dans vos structures. Voilà. Ah, il y a Marie qui Oui. oui. Vous entendez? Oui. Oui. C'était peut-être pas l'objet du sujet d'aujourd'hui, mais je pense par exemple à la protection future en cas du décès des aidants. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, il y a une famille, enfant handicapé, les parents décèdent. Il y a un bien d'habitation. La maison, normalement, ne va pas à l'enfant, je pense,
mais le conseil général va se rembourser de ce qu'il a financé. Alors, le mandat de protection future, ce n'est pas une avance, c'est pas un dispositif qui est remboursable par le conseil Oui, départemental. non, je suis d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand un, bon, on va faire simple, un enfant handicapé, il a un parent, le parent décède, il a une maison. Et moi, on m'a dit que, en fait, ce qui se passe, c'est que la maison va peut-être aller à l'enfant, mais en cas de décès aussi de l'enfant, le conseil général va se rembourser de ce qu'il a, par exemple, Ah, mais En fait, vous voulez parler de financé l'avance sur l'aide sociale pour financer, qui par aurait été exemple, versée au titre de l'EHPAD? pas forcément l'EHPAD, par exemple, les foyers d'handicapés. Foyer d'handicapé, l'enfant reçoit son allocation mensuelle pour handicapé. D'accord? Mais forcément, ça ne, c'est pas assez pour payer le foyer. Donc, le conseil participe à payer le foyer. oui. L'aide sociale à l'hébergement, effectivement, oui. D'accord. Et Pas tous les après, foyers, mais certains, oui. donc certains, OK. Et en cas du décès de l'handicapé, moi, j'ai le conseil général qui a dit on se remboursera de. Oui, C'est oui. ça, hein? Sur le patrimoine de la personne décédée, oui. D'accord. D'abord les liquidités, les placements, et Ouais. ensuite effectivement sur les biens immobiliers dont la personne pourrait être propriétaire. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, de faire quelque chose pour que, au lieu que ça aille au conseil général, ou départemental, pardon, départemental, que ça aille plutôt à un foyer? Non, ce serait une fraude. Que c'est une Hein, la fraude. loi, ce serait une fraude. C'est le conseil départemental qui avance l'argent des frais non négligeables par mois pour que la personne bénéficie d'une prise en charge adaptée dans un foyer comme un foyer d'accueil médicalisé, par exemple. Et on ne peut pas organiser la succession de sorte que le Moi, conseil départemental ne puisse plus se payer pour l'avance que constitue l'aide sociale. Non. d'accord. On ne peut pas ouvrir, par exemple, un contrat d'assurance vie avec un bénéficiaire d'un membre de la famille pour éviter que le conseil départemental ait à se rembourser des frais qu'il a avancés. Le contrat d'assurance vie serait un cas de fraude dénoncé par le conseil départemental en justice et la personne qui a procédé de cette façon-là, selon une stratégie frauduleuse, pourrait être incriminée hein, pour un tel montage. D'accord. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Non, c'est-à-dire, malgré la par mauvaise exemple, je me minute. disais, bah, c'est vrai que cet argent, il y a des foyers qui, bon, en Belgique, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'en Belgique, bon, il y a une cotisation, donc il n'y a pas un manque d'hébergement. Tandis qu'en France, on manque de foyers, hein, et il y a des foyers qui ferment la porte parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, c'est vrai, moi, je me disais, bah, plutôt que la maison aille au conseil départemental, moi, je me dis autant que le foyer continue à exister pour pouvoir accueillir d'autres handicapés dans le futur. Non, parce que ce sont des foyers qui, pour fonctionner, dépensent 6 à 7 000 euros, voire davantage, par mois. Et c'est cette somme d'argent que le conseil départemental envoie pour financer une place pour un mois seulement. Vous Ouais, voyez? Ce ouais, sont des avances considérables de la part de la collectivité publique parce que la personne prise en charge n'a pas les moyens de payer 6 à 8 000 euros le montant de la prise en charge dans le foyer d'accueil, par exemple. ouais. D'accord. Non, parce que, bon, petite parenthèse, un jour, j'avais posé la question au conseil départemental et on m'a répondu, oui, ça nous coûte assez cher, donc si on peut Oui, être remboursé de temps en temps, bah, tant mieux. Ben, oui, c'est ça pour moi. Mais la façon de le voilà. dire, ça, c'est pas grave. C'est les êtres humains. Voilà. OK. Et par exemple, faire une SCI. Encore une fois, toute stratégie juridique montée pour frauder le conseil départemental sera invalidée par la justice. Et je pense que le D'accord. conseil départemental est vigilant quant aux actes accomplis pour la gestion de la personne protégée. OK. D'accord. On va écouter.
Bon, c'était une question que je me posais, mais bon, au moins, bon, je sais que si jamais je faisais ça, c'est la fraude, donc on ne va pas rentrer là-dedans, hein. Oui, voilà. S'il vous plaît, c'est gentil, merci. Alors, travail pour mon fils, non merci. Ok, bah, je vous remercie de votre réponse. Je vous en prie. Merci. Bon, bah, si nous n'avons pas d'autres questions. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions? Merci Marie pour votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient échanger? Bon, bah, écoutez, très bien. On va du coup mettre fin au webinaire. On vous remercie pour votre présence, votre participation. On vous invite, comme on vous le disait, à aller sur le site internet que je viens de mettre dans la discussion, sur lequel vous aurez toutes les replays et les informations sur Handy Gynéco, et également à vous inscrire sur la newsletter, l'autre lien qui a été diffusé dans la discussion, pour avoir toutes les informations sur les prochains webinaires et interventions qui pourront avoir lieu dans le cadre d'Handy Gynéco. Merci à vous messieurs. Merci. Et puis à bientôt. Merci à tous. Merci.